Bonjour, cette vidéo est destinée à compléter celle que j'ai déjà enregistrée. Elle corrige en fait des exercices qui ont principalement été donnés au partiel de janvier 2018 et qui sont rattachés au chapitre 18. Donc voilà, il y a cet exercice 13 sur Alpha Asphalt. Asphalt a un coût des capitaux propres de 10%, sa capitalisation boursière est de 10 milliards d'euros, la valeur de marché de son actif est nette est de 14,4 milliards, le coût de la dette est de 6%, le taux d'imposition bénéfice est de 35%, etc. Les flux sont mesurés en fin d'année, le bilan est constaté juste après. Donc c'est quelque chose qui est assez classique. Donc on peut très rapidement tracer, donner le bilan d'Asphalt pour opérer effectivement et répondre à la première question, hein. Sa capitalisation boursière c'est 10. La valeur de marché de son actif net est de 14,4. Donc ça doit certainement inclure la valeur actualisée d'économie d'impôt, puisqu'on ne vous en parle pas. Donc ensuite, on peut en déduire son taux d'endettement. Donc le taux d'endettement, on est d'accord, c'est 4 divisé par 14,4. Et si vous faites cette opération, vous allez en déduire un taux d'endettement que j'ai calculé qui est de 30,55%. Donc effectivement, c'est le taux qu'il va falloir utiliser dans la suite des calculs, ce qui n'est pas forcément totalement évident. Quel est le CMPC de Asphalt? Donc le CMPC, bien sûr, ici, c'est un CMPC après impôt. Donc ce CMPC, c'est quoi? C'est RCMPC. Donc c'est 1 moins 30,55%. Donc 1 moins 0,3055, c'est la part des capitaux propres multiplié par 10%, puisque c'est le taux de rémunération des capitaux propres, plus 0,3055. Et là, il faut multiplier ça par 1 moins t, donc par 0, par 65%, multiplié par le coût de la dette, le coût de la dette étant de 6%. Et donc si vous faites ce calcul sur ce SMPC qui est ici, le RCMPC, vous en déduisez qu'il vaut, je l'ai aussi calculé, il vaut 8,14%. Voilà, exactement. Donc ensuite, on nous explique que l'entreprise décide de maintenir constant son levier, donc ça signifie que le CMPC qu'on a calculé auparavant, on va pouvoir l'utiliser, qu'on va surtout pouvoir valoriser un projet à l'aide de la méthode du WAC, du RCMPC, en actualisant le flux de trésorerie disponible. Donc ces flux de trésorerie disponible, c'est moins 10, moins 100, 50, 90 et 70. Au cours de ces 4 années de vie, on nous demande quelle est la valeur d'un projet, du projet qui a le même risque. Donc le même risque, c'est-à-dire que précisément on peut utiliser ce CMPC. Donc ce VD qui est ici, hein, c'est un VD 0. Ce VD 0 qui est ici, on peut le calculer, je le mets ici. Ce VD 0, donc VD 0 ici, combien vaut-il? Alors si le 0 ne compte pas, hein, donc on va actualiser 50 par 1,0814. Ensuite, on va ajouter 90 actualisé par 1,0814 au carré. Puis enfin, 70 par 1,0814 au cube. Voilà, et donc on fait ce calcul-là, et on trouve un certain résultat. Et si vous faites ce calcul, faites-le comme moi, vous allez trouver une valeur qui est de 178,57. 178,57, d'accord? Vous voyez tout de suite que effectivement la vanne est bien positive puisqu'elle est égale à 178,57 moins 100. Donc vous avez bien une vanne qui est positive, donc il faut mettre en œuvre ce projet, on ne pose pas la question, mais j'y réponds quand même. Voilà les données de notre problème et une évaluation très très vite, très rapide par la méthode des flux de trésorerie disponibles et du WACC. Ok, donc on continue cet exercice. On nous demande de compléter le projet. Donc ce qu'on essaie de nous faire dire là, c'est essayer de nous donner, la valeur, de nous aider à compléter le tableau de capacité d'endettement. Donc ce qu'on sait, hein, on l'a déjà vu, hein, c'est que la valeur du projet, elle est de 178,57. C'est ici, hein, donc on peut toujours le mettre, d'accord. Ce qu'il faut comprendre, c'est utiliser la formule récursive qu'on a déjà vue. V3, c'est égal à 0, puisque le projet ne veut plus rien à la fin. Okay, et ce qu'on sait, c'est que V2 c'est simplement le FTD, le flux de trésorerie disponible à la fin de l'année 3, plus V3, divisé par le WACC, donc par 1,0814, puisque c'est le WACC en question. Donc c'est V3 divisé par 1,0, c'est FTD3 puisque V3 est égal à 0. Donc c'est 70 divisé par 1,0814. Et ceci est égal à combien? Ceci est tout simplement égal à
je l'ai calculé aussi, 64,73, d'accord? Donc 64,73. Donc je le complète ici, 64,73. Ensuite, quel est le V1? Le V1, c'est tout simplement le FTD2 plus le V2 divisé par 1,0874. C'est la formule qu'on a également vue. Hein. Donc c'est donc 64,73 plus le flux de trésorerie disponible, 90, divisé par 1,0814. Et donc là aussi, je peux le calculer. Et si je calcule, je trouve une valeur qui est de 143,08. Donc c'est la valeur résiduelle du projet à la fin de l'année 2, une fois qu'on a obtenu le flux de trésorerie disponible qui est avant. C'est intéressant de vérifier, on pourra le faire. Il faut bien vérifier que le V0, d'accord, le V0, c'est tout simplement égal au V1 plus au FTD1 divisé toujours par 1,0814. Donc ça doit fonctionner, on doit trouver la même chose. Et donc le V1, on l'a calculé, c'est 143,08. Le FTD1, c'est 50 divisé par 1,0814. Et on va trouver 178,57 ou à peu près ça, puisqu'il peut y avoir des erreurs d'arrondi, et vous vérifiez que c'est juste. Donc une fois qu'on a fait ça, la démarche est classique. Hein. Vous pouvez, en multipliant tout par la valeur du D, c'est-à-dire du taux d'endettement, qui vaut 0,3055, vous pouvez en déduire la capacité d'endettement, c'est-à-dire le niveau de la dette. Donc effectivement, première opération, de combien est la dette initiale? On l'a calculée, elle est de 54,55. Hein. Vous prenez la ligne qui est au-dessus, vous la multipliez par 0,3455, 54,55. Ensuite, cette dette va baisser à 43,71, donc on rembourse un petit peu, hein. Tout ça pour maintenir ce levier à 0,3055, c'est pas le levier, hein, c'est le taux d'endettement, maintien du taux d'endettement, et puis la dernière valeur, c'est tout simplement 19,77. Donc voilà ce tableau complété sans trop de difficultés, et je peux donc passer à la question suivante. Question suivante, quel est le coût du capital endettement tenu de l'asphalte? Donc là, on voit bien qu'on essaye de nous faire opérer une technique qui est la technique de la VANA, hein, la valeur nette ajustée. Coût du capital endettement nul, on a vu que c'est ce qu'on appelle le RU. Ce RU, il vaut 1 moins 0,3055, c'est la part des capitaux propres, plus 0,3055, la part dans l'endettement, mais cette fois sans tenir compte du discount lié à la fiscalité. Et si vous faites ce calcul, vous obtenez un résultat qui est de 8,78%, bien sûr, puisqu'il n'y a pas d'économie d'impôt qui est réalisée. Ce 8,78%, les capitaux sont plus coûteux lorsqu'ils sont à endettement nul. C'est supérieur à 8,14 qu'on avait trouvé précédemment. D'accord ? Donc, quelle est la valeur du brevet endettement nul? C'est ce qu'on appelle le VU. Pour le faire, il faut reprendre les données qu'on avait précédemment, mais cette fois les actualiser par le RU. D'accord? Donc, je crois que le premier cash flow était de 50. Donc, 50 divisé par 1,0878, plus ensuite le deuxième cash flow est de 90, me semble-t-il. 90, donc 90 divisé par 1,0878, bien sûr, au carré, puisqu'il y a un décalage de 2, plus le dernier cash flow, qui lui vaut 70, me semble-t-il, oui, 70, divisé par 1,078 au cube. Et si vous faites ce petit calcul, vous obtenez la valeur du brevet endettement nul, et cette valeur du brevet endettement nul est simplement 176,40. Bien sûr, cette valeur, elle est inférieure, puisque on a utilisé, par rapport à ce qu'on avait trouvé précédemment, hein, on avait trouvé 178,57. La différence entre les deux, c'est lié au facteur d'actualisation qui est là. D'accord? Donc on a trouvé ça. Donc on peut passer à la question suivante. On va certainement nous demander de calculer les charges d'intérêt. Alors on avait la dette en fait. Hein. Pour calculer les charges d'intérêt, c'est très simple. Hein. On a un taux d'intérêt qui est, me semble-t-il, de 6%, 5%. Je ne sais plus. Le taux d'intérêt, ce taux d'intérêt, c'est un taux d'intérêt de 6%. D'accord? Donc le taux d'intérêt est de 6%. Donc en fait, il suffit de prendre la dette à l'instant 0. La dette l'année 0, on avait vu que c'était 54,55. C'est la dette initiale qui a été contractée. Ensuite, on a vu que la dette, elle montait à 43, elle descendait, pardon, à 43,71. Donc on a remboursé une partie principale.
Et puis ensuite, on était à 19,77 et bien sûr, au dernier moment, elle vaut 0. Donc il faut ensuite calculer le RVD. Donc c'est simplement multiplier ici par 0,6%. Et je trouve quelque chose qui vaut 3,27 si vous faites ce calcul. Ici, une charge d'intérêt avec 43,71% qui est 43,71 qui est de 2,62 de 2,62 et puis ici une charge d'intérêt avec 19,77% qui est 19,77% multiplié par 6% et vous allez trouver une charge d'intérêt de 1,18. D'accord. Donc voilà ce tableau. En déduire la valeur actuelle des économies d'impôt. Donc la question, une fois qu'on a ça, c'est la question, c'est il faut actualiser la valeur actualisée de ces économies d'impôt, puisqu'on a trouvé les économies d'impôt, il suffit de multiplier par 0,35, et par quel taux on va les actualiser. Et donc dans cette technique-là, comme le levier est maintenu constant, ça signifie que les économies d'impôt, le niveau de la dette est en fait aussi risqué que l'actif général de l'entreprise. Et donc, on va l'actualiser avec un taux qui n'est rien d'autre que le RU en question. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord, on va tenir compte de la fiscalité. Donc, on a 35%, hein, c'est bien le taux d'impôt sur l'IS. Donc, c'est bien ça dont on doit tenir compte. Et après, on va faire 3,27 divisé par le facteur d'actualisation. C'est 1,0878, me semble-t-il. Voilà. Plus 2,62 divisé par 1,0878 au carré, d'accord, plus 1,18 divisé par 1,078 au cube, et donc on trouve le résultat. Et ce résultat, c'est tout simplement égal à 2,14. 2,14. Donc on arrive, quelle est la valeur? La valeur par cette méthode-là, c'est quoi? C'est simplement la valeur, le VU, plus le VA des éco-IS, d'accord. Le VU, c'est 167,40. Le VA des éco-IS, c'est 2,14. Et donc, vous arrivez à quelque chose qui est 178,54. C'est ça votre valeur, la valeur que vous trouvez. Et vous constatez bien sûr que c'est la même que la valeur qu'on a trouvée précédemment, ce qui montre qu'on ne s'est pas trompé. Et donc, c'est très bien. On peut passer à la question suivante. Alors maintenant, on va explorer la dernière manière de faire, puisqu'on l'a déjà vu en cours. Donc on refait ici le cours. On doit calculer le flux de trésorerie disponible pour les actionnaires. Donc rappelez-vous, hein, la grande formule qu'il faut connaître, c'est quoi le flux de trésorerie disponible pour les actionnaires? C'est le FTDA. C'est simplement égal à div moins delta VCP dans mes notations, hein, et c'est aussi égal à le flux de trésorerie disponible, puisque c'est celui qu'on a ici, hein, moins la charge d'intérêt net d'impôt, donc R moins 1 moins TIS VD, moins, ou plutôt plus, pardon, l'augmentation dans l'endettement. D'accord. Donc FTDA 0, FTDA 0, le flux de trésorerie disponible en 0, on a vu sa valeur, hein, ce flux de trésorerie disponible en 0, c'est moins 100, puisque on doit décaisser l'investissement qui est de 100, et puis on y ajoute le delta V2 et on augmente la dette de 54,55, et donc le flux de trésorerie disponible en 0 est tout simplement égal à ça, et donc on peut le compléter, c'est-à-dire c'est égal à 46,45, pardon, excusez-moi. Voilà. On peut calculer ensuite le flux disponible, trésorerie disponible pour les actionnaires à l'instant 1. Donc cette fois, le FTD est de 50. On lui enlève la charge d'intérêt. La charge d'intérêt, c'est 3,27, mais attention, il faut la multiplier par 65% parce que c'est du 1 moins T, hein, donc on doit bien tenir compte de ça. Et puis, on doit ajouter la variation de l'endettement. Et cette variation de l'endettement, on a un endettement ici qui va diminuer, donc c'est quelque chose qui est négatif, puisque l'endettement va passer de 54,55 à 43,75. Donc on ajoute ces éléments pour en déduire dans le bon sens, attention, hein, c'est bien un delta VD qui est ici, donc qui est bien négatif. On aboutit à 37,03, d'accord. Donc voilà, flux de trésorerie disponible. En 0, c'est 46,45, donc c'est moins 46,45, excusez-moi, bien sûr, puisque c'est ce qu'on pompe aux actionnaires pour pouvoir payer l'entreprise. Ensuite, c'est 37,03, c'est ce que je viens de calculer. D'accord. FTDA2, c'est le même principe de calcul, sauf que cette fois,
le flux est de 90, la charge d'intérêt est de 2,62 multiplié par 65%, et puis la variation de dette nette, la variation de dette nette, je ne l'ai plus sous les yeux ici, mais on passe d'une dette qui était de 43,75 à une dette qui est, ces slides précédents, qui est de 19,77. 19,77. Voilà, 19,77. Donc si vous faites ce calcul-là, vous aboutissez à un résultat qui est autour de 64,36. D'accord. Il me reste le FTD3 à calculer, je ne sais pas, je vais le mettre là, puis on répondra à la question un petit peu plus bas. Le FTD3 à calculer, donc cette fois vous avez un flux de trésorerie disponible, me semble-t-il, qui est de 70. Vous avez une charge d'intérêt qui est de 1,18. Donc c'est 1,18 multiplié par 65%, d'accord, puisque c'est en 1 t. Et puis vous baissez l'endettement, puisque la dette va descendre à 0, donc vous la baissez de 19,77, puisque c'est ce qui reste. Et donc ça vaut tout simplement 49,46. 49,46. Vous pouvez, une fois que vous avez ça, vous pouvez avoir la valeur actuelle nette du projet. Donc il faut se rappeler que le RCP est de 10%, d'accord? C'est ici, hein, vous avez un RCP de 10%. Donc c'est avec ce 10% qu'il faut actualiser ce qu'il est nécessaire d'actualiser. Et simplement, la valeur actuelle nette du projet, le delta V moins I, c'est égal à moins 46. Alors excusez-moi, je n'avais pas bien complété ici. Hein. Là, je mets 64,36. Et puis là, je mets 49,46. D'accord? Donc c'est comme ça que j'ai calculé. Donc vous pouvez calculer, en le calculant, vous allez faire moins 46,45 plus 37,03 divisé par 1,1 plus 64,36 divisé par 1,1 au carré plus 49,46 divisé par 1,1 au cube. Et si vous faites cette somme, vous allez aboutir à une valeur nette qui est de 78,56. 78,56. C'est ça la valeur actuelle nette du projet. C'est 78,56. Voilà. Je peux passer à l'exercice suivant, qui est l'exercice 15, qui est un nouvel exercice donc, que j'avais donné l'année précédente, qui ressemble beaucoup en fait à un exercice qu'on a déjà traité, mais qui en plus prévoit une petite valeur terminale qui reste à la fin. Donc on a une entreprise qui investit 400 millions d'euros, ce qui lui permet d'obtenir un EBITDA. Alors attention, c'est un EBITDA de 145 millions pendant 4 ans, et l'usine sera amortie dernièrement sur 4 ans. Au bout de la période, elle a une valeur terminale de 50 millions d'euros. L'intégralité de la valeur comptable ayant été amortie, la valeur terminale sera imposée au titre des plus-values de cession au taux de l'IS. Le projet nécessite un investissement en BFR de 30 millions qui est récupéré au terme du projet. Le taux d'IS est 35%. Donc on voit que c'est un petit peu plus compliqué en termes de cadre comptable. D'accord. On nous parle d'un investissement de 400 millions, et cet investissement de 400 millions, on va l'amortir sur 4 ans. Donc si c'est un amortissement linéaire, ce qui est ici, d'accord, ça signifie qu'on va amortir 100 à chaque fois. D'accord. C'est ça donc l'amortissement qu'on va faire. Ensuite, on doit simplement calculer le flux de trésorerie disponible. Donc là, il faut être un petit peu rusé sur la formule. Hein. Je vous rappelle que le flux de trésorerie disponible, on peut l'écrire en fonction de l'EBITDA. On va utiliser cette formule-là. C'est 1 moins T l'EBITDA plus T fois l'amortissement, d'accord, moins l'investissement, moins le delta BFR. Donc on y va, on va voir comment on réussit à traiter tous ces éléments-là. Si on commence à calculer le flux de trésorerie disponible en zéro, d'accord, puisque c'est la première question qu'on nous pose. Donc il n'y a pas d'EBITDA en zéro, hein, puisque c'est dans les années 1 à 4. Donc la seule chose qu'on a là, c'est on a un investissement. Donc l'investissement, il est de 400, d'accord, et on a aussi une variation du BFR qui est un investissement BFR qui vaut 30 millions. Donc c'est moins 430, d'accord. Donc ça c'est FTD 0. FTD 1, à quoi c'est égal? Donc effectivement, cette fois, on a un EBITDA de 145 avec un taux de taxe de 65%. Donc c'est 65% multiplié par 145, puisque c'est ça, hein, c'est 1 moins T l'EBITDA, plus T fois l'amortissement. Donc
l'amortissement vaut 100, donc c'est 100 multiplié par 35%, ça c'est l'amortissement, on l'ajoute. L'investissement est nul puisqu'on n'a rien d'autre, d'accord? Et donc je trouve une valeur ici qui vaut exactement ça. Et si vous faites ce calcul-là, vous voyez que vous aboutissez exactement à une valeur de 129,25. Et vous voyez aussi que ces 129,25, en fait, ils se reproduisent l'année 2 et l'année 3. Il n'y a pas de changement puisqu'à chaque fois, c'est le même amortissement et c'est le même, d'accord? Donc vous voyez, je peux commencer à compléter mon tableau qui est là. Ici, j'ai un moins 430. Ici, pendant 3 ans, j'ai un 129,25 et il ne me reste plus qu'à calculer le dernier, qui est le FTD 4. Alors FTD 4, là il y a quelque chose d'un peu plus subtil. Pourquoi? Parce qu'on est en fin de période 4. Donc on a toujours un EBITDA de 65%, donc on y va, 65% multiplié par 145, ça c'est toujours présent. On a toujours un amortissement, c'est notre dernier amortissement, de 100 avec 35%. Et puis là on a quelque chose de plus original, c'est que d'une part on récupère une valeur terminale ici de 50 millions, mais comme on a déjà totalement amorti, on a dit que c'était imposable. Donc en fait, cette valeur, on va revendre l'usine, mais elle va être imposée au taux d'IS. Donc en fait, ce qu'on récupère, c'est pas 50, mais c'est 50 multiplié par 65%, puisque le reste, on va le donner à l'État. Donc je vous laisse de côté. Et puis bien sûr, il faut aussi ajouter le flux de trésorerie, pas le flux de trésorerie disponible, mais le BFR. On récupère le BFR. Hein. Le BFR, on l'a avancé au début et on le récupère à la fin. Donc on rajoute ici plus 30. Et donc on obtient le FTDA 4. Et donc si vous calculez, vous obtenez un FTDA 4 qui est de 194,35. Donc voilà l'intérêt de cet exercice, c'est que dans cet exercice, on a quelque chose d'un peu plus compliqué en termes de structure du BFR, mais on a réussi à compléter les choses. Et donc on peut bien sûr calculer ensuite, continuer ensuite dans l'exercice. Le taux d'intérêt au risque est de 5%, la rentabilité espérée du portefeuille de marché est de 10%, le bêta des entreprises d'action secteur est de 1,5 et le rendement espéré de l'actif économique du progrès en net. D'accord? Donc c'est quoi le RU? Le RU, ça va être le taux d'intérêt sans risque, 5%, plus le bêta, donc le bêta U, hein, c'est le bêta des actifs de l'entreprise. Donc c'est bêta U multiplié par quoi? Multiplié par la prime de risque de marché. La prime de risque de marché, c'est 10% moins 5%, puisque c'est bien la rentabilité espérée du marché. Donc c'est comme ça qu'il faut faire ça. Donc là, vous en déduisez immédiatement que le RU est de 12,5%. Donc la vanne du brevet en l'absence de dette, maintenant on peut totalement la calculer, hein, cette vanne du brevet en l'absence de dette. Alors attention, on nous demande de calculer une vanne, donc il faut bien tenir compte des 400 d'abord qu'on dépense pour investir, et puis ensuite additionner, excusez-moi, c'est pas que 400, hein, c'est 430, puisqu'on doit tenir compte du BFR, puisqu'on a ajouter le BFR comme investissement qu'on récupère à la fin, hein, bien sûr. Donc il faut bien ici mettre un moins 430. Et puis ensuite, on va toucher 129,25 une fois, donc actualisé au taux de 12,5%, deux fois à actualiser au taux de 1,125 au carré, encore une fois 129,25 actualisé au taux de 12,5, donc 1,125 au cube. Et puis enfin, on a la dernière valeur terminale qui est 194,35, on va actualiser au taux de 1,125 à la puissance 4. Donc il y a quand même pas mal de petits calculs à faire. Moi, je les ai fait directement, donc j'obtiens mon résultat, et mon résultat, c'est moins 1,05. Donc ça signifie quoi? Si ce truc est de 1,05 million d'euros, ça signifie que le brevet, il ne faut pas le mettre en avant, d'accord, puisque la vanne est négative. Donc ça ne vaut pas le coup de le faire. On passe à la question suivante. Suite de l'exercice, alors on va proposer peut-être une autre manière de financer ça, et cette fois on va le financer par de la dette. Et vous voyez que c'est de la dette certaine, enfin c'est un plan d'endettement qui n'est pas un endettement forcément maintenant au niveau de levier, parce qu'on va nous dire, voilà, on emprunte 200 millions l'année 0, grâce à des obligations zéro coupon de maturité 4 ans au taux de 5%. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça c'est un truc que les étudiants ne réussissent pas très bien, mais enfin quand même, 200 millions, donc on emprunte 200 millions, c'est le principal, c'est ce qu'on laisse sur les marchés. Et puis, on nous demande quel est le montant du remboursement. Le montant du remboursement, c'est simplement 200 millions, un taux de 5%, donc 1 plus 5%, le tout à la puissance 4, puisque l'emprunt court sur 4 ans. Donc ça fait un montant de remboursement qui est exactement égal à
243,1, d'accord? 243,1. Donc c'est ça, la réponse, c'est 243,1. Ces 243,1 millions d'euros se décomposent en un principal, c'est le remboursement de 200 millions d'euros, et 43,1 millions de charges d'intérêt, d'accord? Donc c'est ça, la charge d'intérêt, c'est le RVD qui est payé l'année 4. En déduire la valeur actualisée en zéro des économies d'impôt, pour ça, il faut juste prendre ces 43,1 millions et puis les actualiser. Les actualiser par quoi? C'est quelque chose qui est certain puisque la dette est connue au départ. Donc c'est un flux qui est certain, ces 43,1 de charges d'intérêt. Il faut les actualiser donc par le taux qui est lui-même un taux certain, donc 1,05 à la puissance 4. Et bien sûr, ne pas oublier de mesurer, de multiplier par le taux d'imposition. Et vous en déduisez donc une charge, une économie d'impôt qui est de 12,41 millions d'euros, ce qui n'est pas négligeable du tout. D'accord? Donc c'était la réponse, 12,41 ici, qu'on obtenait. La valeur actualisée en zéro de l'économie d'impôt, c'est ça, c'est 12,41 millions d'euros. Quelle est la valeur du brevet? On utilise la technique de l'Havana. Précédemment, on a obtenu quoi? On a obtenu, ici, on a obtenu le VU. D'accord? On a obtenu le VU. Donc, ce VU, on a vu, il est là. Hein, c'est ça, le VU. Le VU, c'est exactement 430 moins 1,05. Donc, on l'a calculé en fait ici. Ce VU, il était de 428,95. Il était de 428,95. Donc, de combien ça va faire? Ça va faire 428,95. Ça va nous faire la valeur du brevet, c'est ce VU plus la valeur des économies d'impôt. Donc, ça va être 428,95 plus les 12,41 qu'on a ici. D'accord? Et donc, j'ai trouvé exactement une valeur de... j'ai trouvé une valeur de 428,95 plus 12,41. Ça nous fait une valeur de 441,36. Faut-il mettre en œuvre le projet? La réponse est oui, d'accord. Il faut mettre en œuvre le projet, puisque ce projet a une vanne qui est positive de 11,36. Donc c'est ça la vanne. Donc bien sûr, il faut mettre en œuvre ce projet. Voilà. Voilà. Donc peut-être que là, effectivement, hein, ne pas oublier effectivement que dans le projet a 400 millions d'investissement, il a 32 BFR, donc il faut bien calculer, bien intégrer le BFR là-dedans. Donc voilà, j'ai terminé cet exercice-là, je vais m'arrêter là parce que l'exercice suivant, en fait, c'est un exercice qu'on va pouvoir faire ensuite. Donc mon objectif est atteint, je vous ai corrigé ces quelques exercices et j'espère que ça vous est utile. Voilà.